Bonjour, docteur Belkhiri Abdelmalik, professeur à la faculté de médecine, département de pharmacie. Je m'occupe de tout ce qui est plantes et santé à travers mes activités d'enseignement et de recherche. Donc, l'objet de cette communication, c'est d'essayer de vous introduire certains concepts fondamentaux sur la phytothérapie. Comme on le sait, la phytothérapie est connue à travers les plantes médicinales, à travers la pratique qu'on connaît, à travers les guérisseurs qui s'inscrivent dans la médecine traditionnelle. On sait que, par exemple, dans le cadre des plantes médicinales, certaines plantes comme Bonifer dries, qu'on connaît également sous le nom de dries, est utilisée pour le problème d'arthrose. Et cet usage est un usage séculaire qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'évolution des choses a fait que nos plantes médicinales se sont transformées pour être présentées sous un habillage plus sophistiqué qui est présent dans nos pharmacies à travers les compléments alimentaires. Donc on revient un petit peu en arrière pour dire comment ces plantes-là ont pu être, les vertus de ces plantes ont pu être découvertes. Donc je prends une théorie assez importante, c'est celle d'un fameux alchimiste qu'on appelle Paracelse, qui a vécu à la Renaissance, au début de la Renaissance. Ce personnage, ce philosophe, ce médecin pluridisciplinaire a élaboré un concept qu'on appelle la théorie des signatures, qui fait que toute plante porte un message et les plus avertis d'entre nous interprètent ce message. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle le colonquinte. À travers la couleur jaune, cette plante-là est préconisée pour le problème de l'ictère. Le ginseng ou Panax ginseng, le ginseng de Corée, est une drogue qui est utilisée également pour tout ce qui est asthénie et faiblesse. Vous avez également le noyer, qu'on appelle hnal juz. Juz, la forme nous fait rappeler la forme du cerveau, et de là, on l'utilise pour améliorer la mémoire pour les gens qui passent des examens ou autres. Donc, sous un habillage qui rappelle les produits pharmaceutiques, les plantes médicinales sont dans nos officines sous forme de compléments alimentaires. Ils traitent différentes indications, ça va de l'articulation, de la digestion, jusqu'à tout ce qui est peau, cheveux et ongles. Donc, quelques définitions importantes. Ce qu'on appelle en termes de pharmacologique ou en termes de pharmacie, les substances végétales, c'est tout ce qui est plante qui n'est pas travaillé. Donc, vous voyez, là, vous avez ce qu'on appelle l'arpagophyton, est une plante proposée qui a prouvé son efficacité en cas d'arthrose. Vous avez la réglisse, c'est tout ce qui est inflammation du tube digestif et des intestins. C'est une plante anti-inflammatoire. Le ginseng, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plante qui est stimulante, qui stimule l'immunité et autres. Le caroube également est une plante qui est importante en cas de troubles digestifs, notamment en cas de vomissement et autres. Vous avez le boswelli, et c'est une drogue qui nous provient du Yémen. C'est un genre de louben qui est proposé pour son pouvoir anti-inflammatoire en cas d'arthrose ou autre pathologie. Vous avez l'eucalyptus, c'est la sphère OL, tout ce qui est infection respiratoire. Quand on transforme une plante, on la broie ou on extrait l'huile ou l'huile essentielle ou un extrait, on parle dans ce cas-là de préparation à base de plantes. Faire la différence entre un extrait qui est obtenu par l'action d'un solvant, d'une huile essentielle qui est obtenue par distillation. Donc, dans l'huile essentielle, on retrouve essentiellement des substances volatiles, alors que dans l'extrait de romarin ou un extrait macérat huileux, c'est tout ce qui est volatile, en plus tout ce qui est extrait avec de l'huile. Donc, les composantes
ne sont pas les mêmes. Donc, un aspect très important, c'est ce qu'on appelle la notion de chémotype ou de race chimique. Donc, il faut savoir que dans certaines huiles, notamment l'huile de thym, za'atar, il n'y a pas qu'une seule huile, il y a différentes huiles essentielles qui sont caractérisées par leur composition biochimique. On parle dans ce cas-là de chémotype et chaque chémotype a une utilisation bien donnée. Donc c'est un aspect important dans l'utilisation de l'huile. Il faut appréhender ce qu'on appelle le chémotype. Quand on choisit une huile essentielle, il faut faire très attention par rapport au chémotype. Donc je donne un exemple. Le romarin, Rosmarinus officinalis, correspond à 3 chémotypes. Vous avez le type confré, donc quand on parle de confre, assez souvent, c'est tout ce qui est douleur musculaire. Quand on parle de cinéole, c'est la sphère ORL, donc on parle dans ce cas-là d'infection respiratoire comme indication. Si on parle de verbénum, donc là, c'est le pouvoir cicatrisant, expectorant et draineur hépatique, notamment draineur hépatique, on le retrouve dans les formulations pour des cures minceurs. Donc, une huile doit être appréhendée à travers son bulletin d'analyse. Il faut que ça fait apparaître le chémotype. Dans ce cas-là, c'est le chémotype à cinéole. Et au chémotype à cinéole correspond un tracé chromatographique avec une empreinte. Des deux-là, on qualifie une huile de bonne ou pas bonne. Donc, c'est un paramètre important. Donc, en matière de transformation des plantes, vous partez d'une matière première, vous procédez à l'extraction, vous procédez à la séparation de l'extrait, à la purification de l'extrait et la concentration de l'extrait, et selon le cas, un séchage pour obtenir des extraits secs, des extraits mous ou des extraits liquides. Là, on voit un petit peu ce qui s'offre à nous en matière de phytothérapie. Vous avez bien entendu la plante que vous connaissez sous la forme que vous connaissez, forme de tisane. La plante sous forme de gélule, donc on la broie et on la met sous forme de gélule, sous forme d'extrait liquide, fluide, sous forme d'extrait mou ou d'extrait sec. On a également les huiles essentielles. Les hydrolats, c'est en réalité un produit secondaire à la distillation. Quand on fait une distillation de fleurs ou autre, on obtient l'huile essentielle et on obtient également de l'hydrolat. Quand il s'agit de distillation de fleurs, on parle dans ce cas-là d'eau florale. Et bien entendu, les huiles fixes qui sont obtenues par expression, par pressage. Un aspect important, parce que la matière première végétale, elle est travaillée. C'est-à-dire qu'on plante de la plante mère, qu'on la broie, qu'on fait un extrait brut, un extrait purifié, un extrait spécifique selon les demandes, et bien entendu un extrait standardisé. Et la valeur de l'extrait standardisé est plus importante que, bien entendu, un extrait brut. Un extrait standardisé, c'est-à-dire que la teneur en principe actif, elle est fixée. C'est-à-dire que par rapport à une molécule ou un groupe de molécules, on connaît exactement le contenu en principe actif dans l'extrait. Je décris un petit peu les étapes qu'on peut faire pour obtenir un extrait standardisé. Cette plante-là, qu'on appelle le chardon-marie, chez nous, on appelle ça le chouk boutli, c'est une plante importante comme réparateur du foie. Donc, c'est les graines qui sont extraites à travers un protocole très compliqué pour finalement arriver à l'extrait qu'on va conditionner dans des gélules. Et cet extrait a un profil bien déterminé en principe actif. Une petite définition s'impose. La phytothérapie, bien entendu, c'est la juxtaposition des termes phyto et thérapie, et de là, on déduit que c'est le traitement des maladies par les plantes et leur préparation. Des produits de phytothérapie, on les retrouve, bien entendu, chez nous, en tisane, en officine ou à l'extérieur. Et on parle dans ce cas-là d'herboristerie, la plante n'est pas travaillée. Par contre, on retrouve
des nouvelles formes de plantes. En pharmacie, on parle dans ce cas-là de compléments alimentaires ou de phytomédicaments. Bon, en Algérie, on n'a pas encore un cadre juridique, ça c'est entre parenthèses, pour gérer les deux catégories de produits, mais c'est en cours de réalisation. Donc, parler de phytothérapie, parler de gémothérapie et parler d'aromathérapie, ce sont des pratiques complémentaires qui rentrent dans le cadre de la médecine complémentaire. Le point de similitude, c'est que toutes ces pratiques sont des pratiques allopathiques qui obéissent à la théorie d'Hippocrate. Le point de différence, c'est le support utilisé. Quand on parle bien entendu de phytothérapie, c'est la plante et ses extraits. Quand on parle d'aromathérapie, donc c'est les huiles essentielles qui sont utilisées comme support. Et quand on parle de gémothérapie, c'est les bourgeons, les jeunes pousses qui portent un maximum de principes actifs. Et de là, ces pratiques rentrent, comme je l'ai dit, dans le cadre de médecine complémentaire. Donc, la particularité d'un extrait n'est pas une plante, bien entendu, a une multiplicité de composés, et l'extrait renferme un certain nombre de composés, et l'extrait ne doit pas en aucun cas être pris de la même façon qu'un médicament à base de molécules pures. Donc une plante médicament a d'abord une complexité dans l'extrait, donc une matrice biologique complexe et variable. Variable pourquoi? Parce que la plante est un être vivant et sa composition dépend de facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, sans parler de la main de l'homme, c'est-à-dire si on fait des cultures, donc on introduit des facteurs qui peuvent modifier la composition. Si on fait une distillation, le moyen de la distillation peut altérer la composition. Donc si on revient un petit peu à l'extrait, il y a ce qu'on appelle les actifs. Ça peut être une molécule, un groupe de molécules. Ces actifs s'associent des coeffecteurs, c'est-à-dire d'autres molécules qui ne sont pas responsables de l'activité, mais qui sont là pour améliorer, par exemple, ou potentialiser l'effet ou améliorer la biodisponibilité. Donc, si on prend une molécule à part d'une plante, on ne pourra jamais reconstituer l'effet de l'extrait global, qui est en réalité une synergie, une somme d'effets des constituants de la plante. Donc, il faut savoir aussi que les constituants de la plante peuvent agir sur une cible, comme elles peuvent agir sur plusieurs cibles à la fois, et une cible peut faire l'objet d'un effet de plusieurs constituants. Donc, c'est ce qu'on appelle le multicible dans le cas du végétal. Donc, pour résumer, composition complexe due à l'origine biologique, une multiplicité des indications résultant de la multiplicité des cibles, et finalement une action pharmacologique globale, polyvalente et synergique. Donc, les mécanismes sous-jacents au synergisme végétal, donc une pharmacodynamie grâce à des effets multicibles, une pharmacocinétique qui se trouve améliorée par rapport à l'effet, la synergie des constituants, et bien entendu, des constituants peuvent diminuer les effets secondaires d'une seule molécule. Donc on parle de ça, d'élimination des effets indésirables. Donc un exemple, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous fait pleurer quand on hache un oignon? Donc il faut savoir que dans l'oignon, la molécule principale dans l'oignon qui n'est pas hachée, c'est ce qu'on appelle la ligne. Au contact d'une enzyme qu'on appelle l'aninase, il y a une multiplicité de produits qui se forment. Et ces produits qui se forment vont nous irriter, provoquer des larmes. Donc, d'un point de vue chimie, la ligne, donc là on revient à une autre plante ou une autre épice que vous connaissez, c'est l'oignon. On a à peu près la même chimie, c'est des composés soufrés qui se forment. Donc vous avez l'aline, toujours l'aline qui est présente dans l'oignon et dans l'ail, qui se convertit sous forme d'allicine, c'est en hachant l'ail. Et vous avez la jointe qui se forme et une multiplicité de composés.
Donc une chimie assez complexe et qui est dynamique dans le temps. Donc qu'est-ce qui détruit la valeur de l'ail? On le sait, c'est le chauffage. Si on chauffe l'ail au contact de l'huile ou autre chose, toutes les vertus de l'ail se dissipent. Donc j'ai pris un exemple assez simple de l'ajoène, une molécule qui est présente dans l'ail. À l'ajoène, on a une multiplicité de composés. Donc, c'est un antioxydant, donc important dans l'inhibition des radicaux libres. C'est un antithrombotique, c'est-à-dire qui évite l'agrégation plaquettaire, donc qui fluidifie le sang. Vous avez un effet antibiotique, principalement bactéricide et antifongique. Et on sait que consommer de l'ail régulièrement fait abaisser le taux de cholestérol. Donc, plusieurs activités globales dues à la multiplicité des composés. Ça, c'est un exemple flagrant de ce qu'est plusieurs indications pour une plante. Donc, en matière de synergisme, j'ai pris l'exemple du ginkgo biloba. C'est un arbre centenaire dont les feuilles sont utilisées pour préparer un extrait. Et cet extrait contient essentiellement des ginkgolides, qui sont des molécules terpéniques, avec des flavonoïdes. Donc on a pu mettre en évidence, par la méthode de ce qu'on appelle l'isobol, que les constituants des ginkgolides, notamment le A et le B, si on les associe, on a un synergisme, ce qui est vu là à travers la courbe concave. Donc quand il y a une courbe concave, on le voit ici, on dit que le composé A et B agissent en synergie. Quand la courbe elle est droite, on dit qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux constituants. Et quand la courbe est concave, on dit qu'il y a plutôt une interaction négative, un antagonisme entre les constituants. Et on a pu prouver que, je le répète, par rapport aux ginkgolides A et B, qu'il y a un synergisme. Maintenant, l'aloe vera, sous forme de suc ou gel, est une plante importante. Le suc est connu pour son activité laxative, alors que le gel, ce qu'on voit à l'intérieur, donc on s'éloigne un petit peu de l'extérieur parce que là, on a des constituants qui sont stimulants du transit. Par contre, le gel pur, là, il est riche en une macromolécule qu'on appelle l'acémanane. C'est un polysaccharide que vous voyez avec une structure assez complexe qu'on appelle l'acémanane. Donc, cet acémanane réagit sur ou a plusieurs effets. Notamment, il a un effet cicatrisant, il a un effet anti-inflammatoire et il a un effet immunomodulateur, principalement un effet immunostimulant. D'autres plantes qui marchent, par exemple, vous avez à ce niveau-là la canneberge, qui est utilisée pour la santé des voies urinaires. Les femmes qui ont ce qu'on appelle des infections à répétition peuvent prendre des cures de canneberge pour diminuer les infections. Si on a, par exemple, un problème d'arthrose, il n'y a pas mieux que le griffe du diable qu'on appelle l'arpagophyton, c'est une plante d'Afrique du Sud. La badiane de Chine pour tout ce qui est gaz, et son odeur nous rappelle celle de l'anis vert et de la fenouil. Vous avez bien entendu le cocorico qui est utilisé pour l'anxiété et les troubles du sommeil. Le chardon-marie, on en a parlé tout à l'heure, c'est la santé du foie. Le transit, il n'y a pas mieux que le séné. Et vous avez le marronnier d'Inde pour tout ce qui est jambes lourdes, mauvais retour veineux, etc. Pour le sommeil, vous avez une panoplie de plantes. Ça va de la valériane jusqu'à la passiflore. Donc la valériane est connue pour améliorer la qualité du sommeil. Donc elle ne diminue pas la durée du sommeil, ne rapproche pas le sommeil, c'est beaucoup plus, elle évite un sommeil perturbé. Le houblon, c'est également une plante qui est intéressante pour ses effets sédatifs et anxiolytiques. Il y a des études cliniques qui supportent un petit peu l'intérêt de la valériane, et l'intérêt de la valériane est houblon dans le cas des troubles du sommeil. La mélisse citronnée, parce qu'elle dégage une odeur citronnée, est une plante également intéressante pour favoriser le sommeil. Et vous avez également la passiflore qui
qui a été introduit en Algérie et qui pour nous provient de l'Amérique latine. Donc toutes ces plantes que vous voyez, c'est des plantes qui ont été validées par des autorités compétentes comme l'Agence européenne du médicament. Donc si je reviens un petit peu à la canneberge, la molécule qui est responsable de l'activité, c'est ce qu'on appelle des pro-anthocyaninols qui, eux, vont se fixer sur la paroi de la vessie et éviter notamment l'Escherichia coli, qui est le plus dominant dans les infections, de se coller. Donc ils se fixent, ils ont une affinité envers les parois et empêchent l'Escherichia coli de se fixer. Donc en réalité, l'utilisation du canneberge, c'est quand on a un problème d'infection urinaire, on se traite d'abord aux antibiotiques et puis, à titre préventif, on prend des cures, des boissons à base de canneberge pour éviter la répétition des infections urinaires. Il y a des études qui consolident cet usage et même l'Agence européenne du médicament valide la plante pour cet usage avec des posologies bien définies. Donc là, c'est des études un petit peu qui valident l'utilisation de la canneberge qu'on appelle cranberry en anglais. Donc le gingembre, et c'est la plante numéro 1 pour tout ce qui est nausées et vomissements. L'Agence européenne du médicament l'a validé pour les nausées et vomissements chez la femme enceinte, nausées et vomissements post-opératoires et nausées et vomissements en cas de mal de transport avec des posologies bien définies. Donc, tout ce qui est douleur articulaire, il n'y a pas mieux que le curcuma, il n'y a pas mieux que l'arpagophyton, ou il n'y a pas mieux que le boswellia. Je reviens un petit peu au curcuma. Son problème, c'est la biodisponibilité. C'est pour cela que, généralement, dans la médecine traditionnelle, on donne du curcuma avec du poivre, parce que le poivre, la pépérine présente dans le poivre, améliore la biodisponibilité du curcuma. C'est une plante, c'est un anti-inflammatoire systémique, hein, agit à tout niveau. Je reviens un petit peu à l'arpagophyton, c'est tout ce qui est arthrose, douleur articulaire, également le lubène ou ce qu'on appelle le boswellia. Donc l'aloe, le gel, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une plante également intéressante pour les troubles digestifs, notamment le syndrome du côlon irritable, le problème de transit et tout ce qui est inflammation de la bouche jusqu'aux intestins. Donc, il y a des études actuellement qui consolident l'utilisation du gel d'aloe dans le cas du côlon irritable ou dans le cas des aftes. Le gel d'aloe est un agent mucoprotecteur également, peut-être utilisé dans le cas de la poussée dentaire chez l'enfant. C'est un produit qui ne présente pas de toxicité. Donc maintenant, on peut s'interroger, quelles sont les preuves scientifiques, c'est ce que demandent les médecins, quelles sont les preuves scientifiques qui valident l'utilisation des plantes. Donc on connaît qu'avoir une méta-analyse ou plusieurs méta-analyses cohérentes, c'est la preuve la plus élevée, mais dans le cas des plantes, il y a quelques plantes qui ont beaucoup de preuves, c'est-à-dire que leur utilisation a été consolidée par des méta-analyses telles que le millepertuis, telles que l'aloe vera et d'autres plantes. Par contre, la plupart des plantes, on se réfère à ce qu'on appelle les autres preuves préconisées par l'OMS à travers son département de médecine traditionnelle. Bon, on parle dans ce cas-là de rapports d'experts, et ça c'est ce qu'on appelle l'ESCOP, c'est un panel d'experts européens qui élabore des rapports sur les plantes connues en Europe ou introduites en Europe. Vous avez également la commission allemande de phytothérapie, qui est une commission importante, qui a fait un travail très important concernant la phytothérapie, et élabore également des monographies à destination des médecins. Vous avez également le travail de l'OMS à travers les fameux ouvrages publiés sur chacune des plantes qui peuvent également servir de référence pour nos médecins.
Donc le travail le plus important que je vais citer, c'est celui de l'Agence européenne du médicament, qui, à travers son groupe de travail, HMPC, Committee for Herbal Medicinal Products, ce comité travaille sur l'évaluation des données expérimentaux, cliniques et usages traditionnels de chacune des plantes et émettent des avis. Ces avis vont être faits selon 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau bien établi, ou well-established medicinal use, c'est-à-dire la preuve elle est importante, et il y a ce qu'on appelle le niveau de l'usage traditionnel, où la preuve est basée essentiellement sur les données expérimentaux et également le recul d'utilisation reporté à travers les documents anciens. J'illustre un petit peu le rapport d'expertise fait par l'agence, le groupe de travail de l'Agence européenne du médicament. Vous avez le rapport d'évaluation concernant le lierre, Hedera helix folium. Donc, il émet un certain nombre de recommandations et on peut lire à travers ce rapport qu'on a un avis sur les données expérimentaux, un avis sur les données cliniques, un avis sur l'innocuité du produit. Et tout ceci, et à la fin, vous avez une conclusion par rapport à l'utilisation de la plante. Dans le cas du ginkgo biloba, une autre plante, il y a un usage bien établi qui a été retenu, c'est-à-dire que le niveau de preuve est élevé en matière d'efficacité et d'innocuité. Donc on le conseille pour tout ce qui est troubles cognitifs, c'est les sujets âgés. Vous avez également d'autres indications par rapport vous avez d'autres documents qui apparaissent. En plus du rapport d'expertise, vous avez ce qu'on appelle la monographie communautaire, où on a toutes les caractéristiques thérapeutiques inscrites, c'est-à-dire l'indication, les posologies à suivre, la durée d'utilisation, les effets secondaires, les contre-indications et d'autres recommandations utiles aux praticiens. Donc on le voit ici, les indications, la posologie, la durée d'utilisation, la méthode d'administration, les contre-indications, les précautions d'usage et les interactions avec des médicaments ou autres. Je vous remercie.